Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le sujet des forces aériennes stratégiques, notamment de la composante SSBS, c'est-à-dire sol-sol balistique stratégique. Plusieurs composantes des forces armées françaises ont eu la responsabilité du feu nucléaire afin de sanctuariser le territoire national. Il y a tout d'abord eu une composante nucléaire sol-sol tactique, confiée à l'armée de terre avec le Honest John dans le cadre de la défense intégrée de l'OTAN dès 1959. Les forces aériennes stratégiques, donc une composante de l'armée de l'air, sont créées en 1964 à partir de la 92e escadre de bombardement et d'éléments d'autres unités. Le Mirage 4 assure une souplesse d'action au sein de cette composante aérienne pilotée. Ces Mirages sont accompagnés de C-135F ravitailleurs. En 1971 est mise en service la composante sol-sol balistique stratégique sur la base de Saint-Christol en Provence avec le premier groupement de missiles stratégiques au sein des FAS, donc de l'armée de l'air, dont la première prise d'alerte se fait le 2 août 1971. En 1972, la composante océanique mer-sol balistique stratégique est mise en service avec le SNLE Le Redoutable. A noter que le Honest John est progressivement remplacé au profit du Pluton dès 1974. La composante nucléaire tactique terrestre de l'armée de terre s'éteint en 1993 avec le retrait du Pluton, sans remplaçant, mais aussi sans lieu d'être à cause de l'effondrement de l'Union soviétique et du contexte de ces années. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la composante sol-sol balistique stratégique, c'est-à-dire du célèbre plateau d'Albion. La jeunesse de ce programme ne part pas de rien. En effet, en 1956 est lancé le programme du Mirage 4 et en 1958 celui d'une composante balistique terrestre. Les objectifs initiaux fixés dès 1960 visent à mettre en service un missile balistique sol-sol d'une charge utile d'1,5 tonnes et de 3500 km de portée avant 1968. Les objectifs sont ambitieux pour l'époque, car la France n'est pas à la pointe de la technologie en termes de missiles balistiques et guidage pour de telles ambitions. La mise en service opérationnelle ne se fera qu'en 1971 avec un missile ayant une portée de 3000 km. Le support choisi est le silo fixe. Initialement, il est évoqué des systèmes mobiles par voie fluviale ou ferroviaire, mais bien trop complexes à mettre en place en termes de centrale inertielle et alignement. En effet, ce feu nucléaire doit être déclenché en quelques secondes à minute et ne peut se permettre des délais de lancement longs, notamment dans le cadre de frappes nucléaires ennemies préemptives destinées à réduire la force de frappe nucléaire de l'adversaire. Vient donc la question du lieu d'implantation du site. La possibilité d'implanter le site au Sahara s'évanouit avec l'indépendance de l'Algérie. Le choix du lieu doit répondre à plusieurs critères. Il doit se situer en altitude afin de préserver ou augmenter la portée du missile. Il faut un sol pouvant absorber des secousses sismiques, notamment pour protéger les silos des frappes nucléaires et de leurs secousses. En lien avec ce risque, il faut donc une zone faiblement peuplée. Après plusieurs études de sites, le plateau d'Albion est choisi en 1965. Initialement, les installations prévoient au moins 27 silos et 3 postes de conduite de tir. Malgré un investissement massif en infrastructures pour la région, des revues progressives à la baisse des capacités s'achèvent par une décision présidentielle d'arrêter les travaux en 1974 pour 18 silos et 2 postes de conduite de tir, bien qu'un 19e silo était percé et un 3e poste de conduite de tir câblé. Ainsi, le plateau d'Albion s'étend sur un peu moins de 1000 km², avec 18 silos répartis entre deux PCT pour poste de conduite de tir. Les silos sont nommés de 1.1 à 1.9 et de 2.1 à 2.9. Le premier chiffre correspond à la dénomination du PCT et le deuxième au silo. Il y a un PCT au sud et un PCT au nord. Cette disposition permet la survie d'une zone de lancement, donc PCT et silo, en cas d'une frappe mégatonique. Pour rester sur les infrastructures en général, le site dispose d'une base de support qui est la BA200 de Saint-Christol. Elle possède une piste de 1700 mètres et d'importantes infrastructures de dépôt d'armes et de stockage en lien avec l'armement nucléaire, mais aussi de répliques de silos et PCT pour l'entraînement et la formation. Le site dispose de moyens de communication redondants afin de recevoir ses ordres. Les silos sont reliés au PCT par câble et par onde de sol en secours. On peut aussi noter l'élargissement des routes de la région à 3 voies afin de faciliter et protéger les convois où le vecteur et la charge nucléaire ne sont jamais déplacés ensemble. Les silos sont assez éloignés les uns des autres et du PCT pour résister à des attaques. Les zones de lancement sont situées dans une zone militaire formant un quadrilatère de 200 mètres de côté. Il y a 3 rangs de clôture dont le dernier qui est électrifié et raccordé directement au PCT. En son centre, il y a une dalle de 50 mètres de côté et de 1 à 9 mètres d'épaisseur de béton. Cette zone a généralement un mirador et un local technique en surface. Le silo en lui-même, au centre de la dalle, est constitué de fer et de béton. Il mesure 30 mètres de longueur et 3,5 mètres de diamètre. La maintenance du missile se fait sur des planchers escamotables à -6
et moins 9 mètres. Un deuxième bunker souterrain à proximité renferme les systèmes électriques. Le silo dispose d'un puits d'accès et d'un ascenseur permettant d'effectuer les opérations de maintenance. Le silo est coiffé d'une dalle en béton sur rail de 140 tonnes. En cas de lancement, elle est éjectée horizontalement par pyrotechnie en 1 seconde. Pour les opérations de maintenance, elle s'ouvre manuellement en une vingtaine de minutes. Les PCT, donc postes de conduite de tir, sont situés aux opposés du site, donc espacés de 30 km, l'un au nord, l'autre au sud. Chaque PCT contrôle 9 missiles, mais il y a aussi un appui mutuel ou latéral entre les deux PCT en cas de défaillance ou travaux. L'entrée du PCT commence par la conciergerie qui fait office de guérite. C'est un fronton bétonné gardé par des fusiliers commando. Deux clôtures l'entourent, dont une électrifiée. La porte est blindée pour résister à des tirs de roquettes. Le site est gardé par des fusiliers et surveillé par des caméras. Une fois la conciergerie passée, on entre sous terre dans des tunnels de 6 mètres de diamètre possédant des trottoirs. On y circule en voiturette électrique. Les tunnels possèdent des angles droits à la fois pour la sécurité, mais aussi pour résister au souffle. Passé la conciergerie, on arrive 350 mètres plus loin sur la première bifurcation avec la galerie des gaz brûlés. 430 mètres après cette bifurcation, il y a la seconde avec la galerie anti-souffle qui est un cul-de-sac. La galerie des gaz brûlés est un raccordement en air pour les tunnels. Il est conçu pour résister à une explosion nucléaire à la surface et absorber une partie du souffle qui sera contenue dans la galerie anti-souffle située plus loin. La capsule de tir se situe plus loin dans le tunnel à 500 mètres sous terre. Cette capsule est située dans une cavité artificielle de 8 mètres de diamètre pour 28 mètres de long, recouvert de 2 mètres de béton et tapissée d'acier spécial soudé pour former une véritable cage de Faraday. La capsule, en référence à sa ressemblance à un médicament, est montée sur ressort amortisseur afin d'absorber d'éventuels chocs sismiques. La permanence d'alerte se fait par rotation de 24 heures. L'équipage de la capsule est constitué de 2 officiers en charge des postes de tir, de 2 mécaniciens et d'un groupe de commandos de l'air. Le matin de leur garde, les officiers effectuent des simulations de tir et scénarios d'entraînement. Ensuite, ils se restaurent au mess avec des produits frais pour éviter toute intoxication alimentaire. Ils sont ensuite transportés au PCT. L'ensemble du processus se fait sous la garde de gendarmes de l'air. Tout ceci s'explique par la complète autarcie de l'équipage pendant les prises d'alerte, à savoir que le protocole de lancement nécessite une action simultanée des 2 officiers sur les 2 consoles de tir séparées de 4 mètres. Chaque heure, le PCT doit signaler sa présence. Si ce n'est pas le cas, l'appui latéral est déclenché et le second PCT reçoit le contrôle des missiles. Une fois les missiles lancés, l'équipage des capsules s'échappe par un puits de secours situé à environ 2 km. La sortie à l'extérieur se fait par un puits égyptien, c'est-à-dire qu'il faut actionner une trappe qui ensevelit une partie de la galerie derrière l'équipage, empêchant donc tout retour en arrière. Concernant le système de communication permettant de recevoir les ordres de tir du président, le canal privilégié est le réseau hertzien Vestal qui relie le PC Jupiter de l'Elysée, le COFAS pour Centre d'opération des forces aériennes stratégiques et les PCT. Ce réseau dispose de 2 relais blindés. Le premier T1 se situe au mont Ventoux à 1500 mètres d'altitude et le second T2 se situe au col des Tempêtes à 1900 mètres d'altitude. Les 2 récepteurs V1 et V2 sont situés à la verticale des PCT. Plusieurs autres systèmes de communication assurent la redondance des communications. Ainsi, en fonction des niveaux d'alerte, le lancement de missiles pouvait s'effectuer en quelques secondes à minutes. Concernant le développement des missiles balistiques, le programme s'appuie sur les projets en cours ou en qualification. On s'appuie donc sur le programme d'études balistiques de base, ou EBB, lancé en 1961, aussi appelé Pierre précieuse ou Constellation, qui vise à créer des lanceurs spatiaux français à usage militaire et civil pour concurrencer les USA et l'URSS. Le premier prototype pour la composante balistique stratégique est appelé le S1. Il bénéficie d'avancées du programme EBB dans la propulsion, les calculateurs, centrales inertielles et boucliers thermiques de réentrée. En 1962, on renomme le missile S2. On décide alors définitivement qu'il faut un missile à 2 étages. Le S2 est donc un missile à guidage inertiel biétage de 32 tonnes à propergol solide d'une quinzaine de mètres de hauteur pour 1,5 m de diamètre. Il est équipé d'une tête nucléaire à fission MR31 d'environ 130 kilotonnes. Il entre en service de 1971 jusqu'au début des années 80. Le développement a connu de nombreux déboires. Sur 27 tirs de développement, seuls 14 seront des succès. C'est donc une explication du passage du S1 au S2. Le S1 ne sera jamais mis en service. On reporte de nombreux problèmes concernant les tuyères en lien avec l'adaptation de projets déjà existants de 800 mm sur du 1500 mm de diamètre. Le S3 lui succède avec une livraison en 1980. Sur 9 tirs de développement, il n'a que 2 échecs. Le S3 reprend le principe initial. C'est un missile à guidage inertiel biétage de 26 tonnes à propergol solide pour 13,8 mètres de hauteur et 1,5 m de diamètre.
Sa portée est étendue à 3500 km avec des trajectoires dites surénergétiques par rapport au S2 dont la portée est plutôt plus proche de 3000 km. Le S3, comme l'ensemble des installations terrestres, vont être durcis contre les frappes nucléaires, notamment la chaleur, le souffle, les rayonnements et les impulsions électromagnétiques. Il dispose d'une tête TN61 d'1,2 mégatonnes, soit 80 fois Hiroshima. On peut aussi affirmer la présence de dispositifs de leurrage dans la tête de réentrée. D'ailleurs, je précise que le missile est biétage, mais que la tête se sépare du deuxième étage pour la phase de réentrée. Une amélioration S3D pour améliorer la résistance aux impulsions électromagnétiques sera aussi faite. Le missile S3 qui répondra au cahier des charges initial sera en service jusqu'à la fin de la composante en 1996. Entre 1980 et 1993, 11 tiers d'évaluation seront réussis. Les têtes et missiles étaient transportés séparément sur le site. On peut retrouver comme véhicule particulier le VTE, cela signifie véhicule transporteur érecteur. Il est mis en service pour l'ouverture du site à hauteur de 3 exemplaires au total. Le tracteur est un berlier à 4 essieux tandis que le caisson est à 3 essieux. L'ensemble mesure 19,2 mètres de long pour 3,25 mètres de large et 4,11 mètres de hauteur. Il pèse jusqu'à 70 tonnes en charge. Le caisson s'élève à 90 degrés grâce à des vérins afin de charger le silo de son missile. On comprend donc l'élargissement des routes à 3 voies autour du site. On peut aussi retrouver le VTC pour véhicule de transport de charge. C'est lui qui montera la charge sur les missiles dans les silos, notamment des missiles S2. Le VPTH pour véhicule transporteur de partie haute et l'équivalent pour le S3. Sur place, la BA-200 abrite 2000 militaires, dont le premier groupement de missiles stratégiques, des gendarmes et 500 commandos de l'air. La défense antiaérienne est assurée par des bitubes de 20 mm, le système Crotale, ainsi que des missiles sol-air courte portée via un escadron de défense sol-air. Un escadron permanent de gendarmes mobiles sillonne et sécurise la région. La surveillance se fait aussi par l'escadron Durance, constitué entre autres d'hélicoptères Alouette 2 et Puma. On peut aussi citer un détachement spécial du génie et une section équestre qui participent à la protection des installations. Le plateau d'Albion est comparé à une forteresse et ancre la doctrine française. Une attaque nucléaire serait obligatoirement suivie d'une riposte. D'autres scénarios d'attaque impliquant des parachutistes russes et Spetsnaz sont imaginés, d'où la présence d'une garnison fournie en infanterie. Ce site est donc un endroit privilégié d'attaque par son importance, mais cela implique une mise en œuvre de nombreuses ressources, que ce soit en hommes ou en ogives nucléaires. Le plateau d'Albion, malgré son caractère exceptionnel, est très discret et peu montré au grand public. Il y a aussi eu des inquiétudes dans la fin des années 80 quant aux armes de précision à guidage laser et l'arête de la porte des silos. Cette peur de mise hors service de la porte se contre par des dispositifs de masquage empêchant l'illumination de la porte en elle-même. Le plateau d'Albion n'est plus modernisé après 1984. Les installations seront retirées du service actif en 1996, suite à la chute de l'Union soviétique et la volonté de réduire les coûts tant par le fonctionnement que les projets de modernisation des infrastructures et missiles. La dernière prise d'alerte opérationnelle se fait le 16 septembre 1996. En 1998, le premier groupement de missiles stratégiques est dissous. Aujourd'hui, la base abrite le 2e régiment étranger du génie, le groupement de soutien de la base de défense de Saint-Christol, ainsi qu'une antenne médicale. On peut aussi citer une station d'écoute de la DGSE, le site de réception du radar Grave sur une des zones de lancement. Ce radar permet la détection de satellites espions. On peut aussi citer un laboratoire souterrain à bas bruit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, commenter et liker. On se retrouve pour la prochaine vidéo.